Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre Israël-Hamas. La menace d'une escalade régionale se précise pour en parler. Notre éditorialiste Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors, les craintes d'une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas se sont renforcées ce dimanche. Hier donc, Téhéran a mis en garde les perspectives israéliennes d'une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Alors, tandis que Washington et Paris mettent en garde l'implication de Téhéran dans ce conflit, je voudrais bien vous poser cette question. Pensez-vous aussi qu'on risque d'assister à une escalade de ce conflit dans la région? Il y a une possibilité d'escalade avec cette région actuellement, puisque la façon dont le conflit se déroule cette fois-ci, on n'a jamais atteint ce niveau, ni côté israélien, ni côté palestinien. Sur pratiquement une dizaine de jours, plus de 1400 morts côté israélien, plus de 2600 côté palestinien, c'est la première fois. Mais maintenant, il est clair que ça crée d'autres enjeux parce que le matériel que Israël a massé autour pratiquement de Gaza, ce risque d'invasion terrestre de la part des soldats israéliens, s'il faut l'ajouter à ce qui existe déjà comme dégâts, mais certains pouvoirs musulmans, tout comme l'Iran, vont avoir du mal à pouvoir expliquer à leur opinion publique pourquoi ils sont restés les bras croisés. Bon, pour l'Iran, c'est un cas particulier. L'Iran n'a jamais caché son animosité par rapport à l'État d'Israël, qu'on soit en situation de guerre ou pas. Maintenant, l'Iran également, ne l'oublions pas, c'est ce qu'en fait la France, les États-Unis, la communauté internationale, entre guillemets, craint le plus, puisqu'ils ont deux postures très intéressantes par rapport à cette situation. Vous avez le Hezbollah qui est là, qui est un mouvement libanais, mais comme tout le monde le sait, qui est soutenu par l'Iran. Vous avez la Syrie où Assad a repris le pouvoir en main après avoir été aidé par l'Iran. Donc l'Iran géographiquement n'est pas à côté, bien qu'il n'est pas très très loin. Mais à partir de la Syrie, à partir du Liban, l'Iran peut intervenir par l'intermédiaire des mouvements qui se trouvent sur place. Et en fait, le premier risque, la première crainte, c'est cette crainte-là. Et peut-être ça pourrait après déborder en dépassant ces mouvements-là et impliquer éventuellement des États. À un moment, l'Iran, vous avez parlé des régimes arabes. Peut-on aujourd'hui dissocier le contexte religieux du contexte politique et du contexte du droit aujourd'hui dans ce conflit? Ça va être extrêmement compliqué pour deux raisons. La première raison, c'est que la fondation de l'État d'Israël, pour ceux qui connaissent son histoire, a également une base religieuse. D'ailleurs, ce grand Israël dont certains parlent, ces terres palestiniennes que certains Israéliens veulent reprendre, ce qu'on appelle les colons, ça se fait sur une base religieuse. La question palestinienne, les gens l'oublient, parmi les Palestiniens, il y a des chrétiens. Parce que Jérusalem n'est pas la capitale pour les musulmans, tout simplement. C'est vrai qu'il y a la troisième mosquée sainte de l'islam qui se trouve là-bas, qu'on appelle Al-Aqsa, mais vous avez également des symboles du christianisme qui se trouvent sur place. Quand on dit Jésus de Nazareth, bon, ce n'est pas à Rome. Donc c'est pour dire que il y a des chrétiens qui sont sur place, mais l'écrasante majorité de la population, elle est musulmane, et il y a cet enjeu par rapport à cette mosquée. Si vous regardez même le nom que le Hamas a donné à cette attaque contre Israël, on dit déluge d'Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est cette mosquée dont je parle, mais Al-Aqsa, c'est cette même mosquée où ils ont tout le temps des problèmes énormément avec les juifs, surtout ultra-orthodoxes. Tout récemment, on a vu l'armée israélienne rentrer dedans, tirer des grenades lacrymogènes, etc. Donc, on ne peut pas dire que cette dimension n'est pas présente. Elle est certes présente, mais quand vous regardez ce qui se passe, c'est la dimension droit qui est la première dimension dans cette affaire-là. Et si l'on voudrait, par exemple, que les Nations Unies éventuellement règlent ce problème, je ne crois pas que c'est par l'angle religieux qu'ils vont passer, c'est plutôt par l'angle du droit. Et par l'angle du droit, on peut effectivement trouver une solution durable à cette situation. Et pourtant, par l'angle du droit, la proposition faite par les Nations Unies n'a pas toujours trouvé un écho favorable auprès de tous les pays. Mais c'est tout à fait normal parce que quand vous regardez ce qui se passe, la première proposition des Nations Unies date de 1947. Même cette proposition n'avait pas trouvé
pratiquement l'assentiment de tous les pays, puisqu'il y avait déjà de l'injustice en divisant la Palestine et en donnant plus de terres à ceux qui viennent d'arriver et en donnant moins de terres à ceux qui étaient là. Et ce n'était pas seulement une question de quantité, ils ont donné également à Israël les parties les plus intéressantes en termes d'eau, en termes de ceci et de cela. Donc les gens avaient contesté ce plan de partage. Mais certains s'étaient dit, mais attendez, on n'a plus le choix, à force d'affrontement, il faut accepter ce plan de partage pour pouvoir avoir une solution définitive. Mais on est très loin de ce plan de partage. De 48% du territoire qu'on avait donné aux Palestiniens, les Palestiniens sont à moins de 15% du territoire aujourd'hui. C'est pourquoi quand on parle, même quand on dit on résout le problème, il faut donner une date. Est-ce qu'on retourne au partage de 47? Est-ce qu'on retourne à la situation de 67? En fonction de la date qu'on prend comme repère, le territoire palestinien a diminué, le territoire israélien a augmenté. Mais je me dis que les Nations Unies, si elles jouaient leur rôle, c'était d'empêcher des guerres. C'était d'amener les pays à ne pas résoudre leurs problèmes par des conflits, mais par la négociation. Mais quand vous regardez ce qui se passe là où on décide véritablement au niveau des Nations Unies, c'est au Conseil de sécurité. Qui est là-bas, c'est l'Angleterre qui avait proposé le plan de partage et qui soutient Israël. Qui est là-bas, c'est les États-Unis. Tout le monde a entendu le président américain dire qu'il soutient sur toute la ligne. Qui est là-bas, c'est la France. Vous voyez, en France, aujourd'hui, quand tu dis que les Palestiniens sont massacrés, on considère que tu fais apologie du terrorisme. Il reste quoi? La Russie et la Chine. Qui généralement, la Russie demande un État, deux États, la Chine dit la même chose, mais c'est les trois autres qu'on voit s'engager fermement du côté d'Israël, et ça fait partie de ce qui pose problème, parce que c'est ces mêmes trois autres après qui reviennent pour se proposer comme médiateurs pour trouver une solution, alors que quand vous les entendez parler, il est clair qu'ils ont pris fait et cause pour Israël. Alors, la guerre actuelle oppose Israël au Hamas. À quel point le Hamas représente-t-il la Palestine? On peut dire que c'est le Hamas aujourd'hui qui représente la lutte pour l'indépendance de la Palestine. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La première représentation la plus connue, c'était l'OLP avec l'ancien président Yasser Arafat. À un certain moment, Arafat, dans ses compromis, tantôt il est avec l'Irak, tantôt il est avec la Tunisie, tantôt il est avec l'Arabie Saoudite. Les Palestiniens lui ont reproché le fait de s'intéresser plus à des pays, à suivre les lignes d'un pays que de s'occuper du problème palestinien. Et c'est ça qui a fait naître ce qu'on appelle les intifadas, où des gens, des enfants, des jeunes ont pris des cailloux pour dire mais plus personne ne s'occupe de cette affaire-là, nous allons nous en occuper. Et c'est dans cet espace-là que le Hamas émerge. En prenant en charge cette lutte, en ayant des revendications encore beaucoup plus fortes que les revendications de l'OLP. Quand on a proposé par exemple les accords d'Oslo, le Hamas avait dit non aux accords d'Oslo, alors qu'Arafat avait accepté les accords d'Oslo. Et le Hamas avait dit, mais si on ne trouve pas la solution sur le plan juridique, il faut qu'on prenne les armes pour prendre également notre indépendance. Et ça, ils ont été soutenus par une bonne partie des Palestiniens. On l'a vu quand il a fallu organiser des élections pour savoir qui va représenter les Palestiniens. Des élections qui ont été faites avec l'appui même de la communauté internationale. C'est le Hamas qui a gagné. Mais on a dit c'est pas possible. Si c'est eux-là, on risque d'avoir plus de problèmes. On a tout fait pour les empêcher, malgré qu'ils aient gagné des élections qu'ils n'ont pas organisées, de pouvoir être le représentant officiel de la Palestine. Donc, dire comme le président Macron l'a dit, Hamas ne représente pas la Palestine, mais c'est une façon de justifier son parti pris pour Israël. Mais ce sont les Palestiniens qui ont voté et qui ont mis Hamas devant l'OLP. Mais en ce moment, je ne vois pas qui est plus habilité que les Palestiniens pour dire voilà celui qui doit pouvoir nous représenter dans le cadre de la lutte pour l'indépendance de la Palestine. Malgré les appels au calme lancés de partout, pourquoi l'Iran prend-il très au sérieux les menaces des autorités israéliennes? En fait, on a dit au départ qu'il y a un conflit entre l'Iran et Israël. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé en Syrie, de temps en temps, Israël va même bombarder en Syrie ce qu'Israël appelle des intérêts iraniens, parce que craignant que l'Iran puisse s'installer. La Syrie est toute proche par rapport à Israël comparé à l'Iran. Et Israël, connaissant la posture de l'Iran par rapport à la question israélienne, mais Israël ne veut pas que l'Iran s'approche ni directement ni indirectement de son territoire.
Vous voyez toute la pression qu'Israël essaye de faire pour la question de l'énergie atomique par rapport à l'Iran. Israël fait une pression extraordinaire parce que, considérant que s'il y a une bombe, il risque d'être les premiers destinataires de cette bombe en cas d'affrontement, etc. Ça montre que, entre les deux pays, mais en termes de... Est-ce qu'on peut utiliser même l'expression relation entre les deux pays? C'est plutôt un conflit qui est là, qui est un conflit latent, qui n'est pas encore un conflit ouvert en bonne et due forme. Mais cela fait que, effectivement, la posture de l'Iran est celle que Israël craint le plus. C'est elle également que les États-Unis craignent le plus. La France également, puisque quand vous regardez les déclarations des présidents de ces deux pays, en parlant d'un débordement à caractère régional, ils n'ont pas cité un pays si ce n'est l'Iran. Ils ont nommément cité l'Iran, puisque effectivement, le Hezbollah est déjà soutenu par l'Iran, le Hezbollah est déjà dedans. Pas encore à un certain niveau, mais il lance déjà des obus au niveau du territoire israélien. Il y a eu des affrontements entre eux au niveau de la partie libanaise où se trouve le Hezbollah. Ça veut dire qu'on a déjà un débordement sur le territoire libanais. Il y a déjà un débordement sur le territoire syrien avec les bombardements que l'armée israélienne a faits sur l'aéroport de Alep. Mais ça fait déjà 4 pays. La Palestine, Israël, le Liban, la Syrie. Quel pays va suivre après? En fait, c'est ça que les gens essayent d'éviter. Et maintenant, ça pose un autre problème. L'Iran est en train de prendre le leadership dans un milieu arabe où c'est les Arabes qui, pendant un temps, ont porté ce combat. Et c'est pourquoi ça bouillonne également dans ces milieux arabes. La Ligue arabe, pour une rare fois, s'est réunie et il y a eu un consensus, ce qu'on ne leur connaît pas de façon générale. Ils demandent l'arrêt immédiat des bombardements et la possibilité de pouvoir venir en aide aux populations palestiniennes. Mais c'est parce que eux, ils risquent leur propre pouvoir. Ils ont des problèmes avec leur opinion publique qui sont totalement pour la cause palestinienne. Mais on ne peut pas attendre grand-chose de ces pays arabes. Alors, en dehors de l'Iran, quel autre pays ou bien quelles sont les forces en présence aujourd'hui dans ce conflit qui oppose Israël au Hamas? En fait, il n'y a que l'Iran qu'on peut considérer comme une force en présence indirectement, à travers le Hezbollah, à travers la Syrie. Les autres pays, de façon générale, pour le moment, on ne les a pas vus aller dans le sens de fournir des armes, par exemple, au Hamas, pour qu'on dise, mais ils sont en train d'être des co-belligérants. Ils parlent plutôt d'arrêt des bombardements, ils parlent plutôt des conditions difficiles des populations palestiniennes, ils parlent plutôt de violation des droits de l'homme, de respect du droit international humanitaire, ils parlent du fait qu'Israël est en train de faire des crimes de guerre, mais on ne les a pas vus dans la posture qui est la posture de l'Iran, où le pays dit clairement qu'on ne peut pas laisser Israël continuer à bombarder Gaza sans pour autant faire quelque chose. On n'a pas vu un autre parmi ces pays-là prendre une telle position. Bien que lors de sa tournée, Anthony Blinken a eu plein de problèmes, y compris même en Arabie Saoudite, qui est un allié traditionnel au niveau des États-Unis. Les Américains n'ont pas du tout parlé le même langage avec ces pays arabes cette fois-ci, puisque tout le monde est d'accord qu'Israël est allé trop loin dans cette affaire. Alors, quels sont aujourd'hui, pourquoi plutôt certains pays ont du mal à clairement se prononcer sur le conflit actuel? C'est l'éternel problème. Quelle est la souveraineté de ces pays? Quel est le leadership qui existe dans ces pays? Vous avez des monarchies, c'est-à-dire des gens où on ne peut pas parler d'élection pour savoir est-ce qu'ils représentent la population ou pas. Et ce n'est pas des monarchies constitutionnelles, c'est des pouvoirs qu'on prend de père en fils. Vous avez des pays où il y a élections comme l'Égypte par exemple, mais où tout le monde sait que les élections ont de tout temps été truquées. On va vers des élections, celui qu'on considérait que le meilleur candidat de l'opposition vient de jeter l'éponge parce qu'il n'a même pas la possibilité d'aller chercher des parrainages pour pouvoir valider sa candidature. Il est sous pression. Mais qui va dire quoi? Mais ici, ajoute que beaucoup de ces pays également sont d'une façon ou d'une autre sous la coupe des États-Unis particulièrement. Les pays qu'on pourrait attendre le plus, c'est l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sort petit à petit de cette coupe, mais la coupe est toujours là. L'Égypte, tout le monde le sait, est inféodée par rapport aux États-Unis. Raison pour laquelle, souvent, quand les Américains veulent agir, connaissant leur parti pris, connaissant le fait que les gens ne les reconnaissent pas comme des médiateurs qui sont impartiaux, ils passent souvent par l'Égypte pour faire ce travail-là. Al-Sisi ne peut pas porter aujourd'hui ce que veulent les populations égyptiennes à cause de son alliance avec les Américains, puisque autant les Américains financent Israël sur le plan militaire,
autant les Américains financent également l'Égypte sur le plan militaire. Mais dans ces conditions, ces pays ont du mal, quand les Américains prennent une position aussi forte, de pouvoir prendre la position contraire, ce qui pose un véritable problème d'abord de souveraineté, parce qu'un État doit pouvoir prendre ses responsabilités face à certaines situations. Ce qui pose un autre problème également, c'est quelle légitimité ont ces chefs d'État, ces rois, pendant que leurs populations ont des positions diamétralement opposées aux positions qu'eux, ils sont en train de défendre. Quel impact ce conflit a aujourd'hui sur les relations d'Israël avec certains pays arabes qui, entre-temps, avaient tenté de normaliser leurs relations avec Israël? C'est vrai que c'est venu au mauvais moment pour ce qui est de la relation entre Israël et certains pays du monde arabe, puisque l'ancien président américain Trump avait réussi avec ce qu'on appelle les accords d'Abraham de faire en sorte que le Maroc, le Qatar, Bahreïn, un certain nombre de pays arabes renouent les relations diplomatiques avec Israël. L'Arabie saoudite même était sur le chemin, bien que c'était le pays qui était d'habitude le plus réticent, mais on a entendu clairement le prince saoudien dire qu'on met de côté les accords avec Israël, on n'en parle plus pour le moment en attendant de résoudre ce problème. Blinken est allé 2 fois en Arabie saoudite, il n'a pas pu faire changer de position. Les autres pays sont dans la gêne. Un pays comme le Maroc dirige une structure internationale qui s'occupe de la lutte pour l'indépendance du peuple palestinien. Bon, ils ne savent plus où donner de la tête parce qu'ils n'ont pas reconnu Israël de façon gratuite. Ils l'ont reconnu en échange des États-Unis qui reconnaissent que le Sahara occidental fait partie du Maroc. Ce n'était pas gratuit. Pour le Soudan, parce que le Soudan est également dedans, c'était la même chose. Ils voulaient la levée des sanctions américaines sur le plan économique. Ça a été un échange. Pour dire simplement que ces relations, ce n'est pas que les pays arabes ou Israël se sont retrouvés pour régler leurs problèmes, c'était plutôt l'agenda, le calendrier de Trump qui voulait sur le plan international et dans cette zone marquer un très grand point, ce qu'il a réussi à faire à un certain moment. Mais aujourd'hui, ça pose problème parce que même quand ils ont décidé de renouer les relations, les populations ont de tout le temps dénoncé cela en ne se reconnaissant pas dans les accords d'Abraham. Alors aujourd'hui, la menace d'escalade se précise de jour en jour. Qui peut arrêter le massacre? Normalement, les Nations Unies, c'est le rôle. Mais malheureusement, les Nations Unies, c'est comme un tigre en papier qui ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, parce que si on regarde le Conseil de sécurité, non seulement vous avez du parti pris, mais les armes qui sont utilisées là-bas, les plus grands vendeurs d'armes du monde, ce sont eux qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Alors qu'en principe, les Nations Unies sont une organisation pour la paix, qui doivent promouvoir la paix dans le monde, qui doivent maintenir la paix dans le monde. Mais regardez le Conseil de sécurité, les plus grands vendeurs d'armes du monde, c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui ont le droit de veto. Mais c'est pourquoi ce n'est pas demain que le monde va avoir la paix. Et c'est pourquoi il va falloir cette remise en cause de la situation actuelle des Nations Unies qui a commencé depuis fort longtemps, mais il faut qu'on aille encore beaucoup plus profondément dans cette remise en cause parce que dans sa composition actuelle, dans sa structuration actuelle, les Nations Unies, le principe, il est là, il est très bon, mais en termes de fonctionnement, il est nul. Il y a combien de conflits dans le monde aujourd'hui? Combien de conflits les Nations Unies ont pu régler dans ce monde? Alors que ce qu'on reprochait à la SDN et qui a fait qu'on l'a enterrée, c'est qu'elle avait échoué parce qu'il y avait des guerres. Mais le nombre de guerres durant la SDN et le nombre de guerres par rapport aux Nations Unies, il y a de quoi enterrer les Nations Unies et de mettre en place je ne sais pas quelle autre structure. C'est pour dire que c'est la structure habilitée qui devait jouer ce rôle, mais il y a plein d'handicaps par rapport à la structure pour pouvoir jouer ce rôle. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de l'invité.